allez-vous? C'est un immense bonheur et un privilège de vous retrouver. Fausse la rumeur selon laquelle je suis en fauteuil roulant. Nous avons des problèmes informatiques qui m'empêchent de me déplacer. Je suis, pour tout vous dire, attaché à un bundle de feuilles. Pensez pas revivre ça. Alors là-dessus, je me sens comme Pierre Bruno dans une soirée d'élection des années 80. Voilà. Rigueur. Alors, le Canadien est à Détroit pour y confronter les Red Wings, que je n'ai pas aimé appeler les Dead Wings. Alors, j'aime les appeler les Red Wings. C'est un duel frontal dans la lutte à une place en série éliminatoire, et on y revient d'ailleurs dans quelques instants. Parce que d'abord, un Hudson, c'est bien, mais deux, à mon sens, c'est beaucoup mieux. Regardez-moi ce jeune garçon frêle, fringant, prêt, le frère de Lane, Cole Labaquoife, les cheveux léchés, fait son tour d'honneur dans la capitale américaine alors qu'il effectuait hier ses débuts dans l'uniforme des Caps de Washington. Le nouveau neveu d'Alex Ovechkin est instantanément devenu l'un des favoris des amateurs de hockey de la capitale américaine. Et j'aime à le répéter, il y a à Washington un vrai bon public de hockey sur glace. Le monde connaisse la game, t'as pas besoin de leur expliquer hors-jeu et dégagement refusé. Ils sont dans le match et ils savent ce qui se passe. Avez-vous vu la petite passe? Ben, dites-moi pas que vous reconnaissez pas l'autre, là. Regardez-y à la bête, regardez-y le physique, puis regardez comment il se comporte. Puis regarde-moi mon oncle. Mon oncle s'en va parler au neveu. Let's go. Qui plus est, bien, il a obtenu son premier point à son premier match, exactement comme l'avait fait son frère. Pas tout à fait, en fait. Son frère avait obtenu une passe, puis il a scoré. Bon, dans une cage déserte, on va pas cracher dans la soupe. Regardez comment les coéquipiers sont déjà contents. C'est des bons petits gars, les Hudson. Ils sont fins, ils sont doux, ils ont le cœur à la bonne place, ils travaillent bien. On va vous dire en affaire, le Guérin des temps futurs va être dans le trouble. Parce que s'il prend vraiment les meilleurs, il va avoir 3 Tom-Pouce dans sa défense. Les deux Hudson puis Quinn Hughes. Bon, je m'emballe. On va voir dans le cas de Cole, mais dans le cas de Lane, j'en suis convaincu. Hughes n'est pas mauvais non plus. Un petit peu plus de 16 minutes, 21 présences hier et ce but dans une cage déserte. Accessoirement, victoire de 4-1 des Caps contre les pauvres sénateurs qui se sortent de la lutte eux-mêmes à coups de défaite, là. Ils sont en train de caler littéralement. Les Flyers ont gagné en prolongation contre les Ducks. C'est un peu particulier. Les Ducks connaissent un passage avide, qui le crut. Mais les Flyers sont encore loin. Les Sénateurs demeurent devant eux. Et les Pingouins ont salué le retour de Crosby, mais pas en gagnant. Ils sont contents de le recevoir. Ils amassent néanmoins un gros point, résultat d'une défaite en prolongation contre les Hurricanes en Caroline. Crosby est de retour. C'est dangereux. Faut suivre ça. Les Pingouins continuent de tenir leur steak. Deuxième de la métro, 84 points, un de mieux que les Islanders. Les Jackets sont le 4e club de la métro à 81 points et un match en main. C'est dire comment les Jackets sont là, mais voyez les Sénateurs commencent à périclite, alors que les Wings et les Bruins luttent d'abord dans l'Atlantique, sinon pour un des deux sièges d'équipe repêchés. Ils ont toutefois un match de plus de disputé que les Jackets et que le Canadien, notamment. Alors, au classement dans l'Est, c'est impératif pour Montréal ce soir de gagner le match, idéalement à temps réglementaire. 2 points de retard sur Tampa pour le CH qui concède un match au Lightning et 6 points de recul sur les Sabres qui ont toutefois disputé un match de plus que le tricolore. Il faut rester avec le groupe de tête. Il faut rester dans le top 3 et lutter pour peut-être le championnat de la division. Il faut arrêter de regarder en arrière. Gagne à la régulière ce soir. Laisse pas de points comme tu l'as fait contre Boston. Gagne à la régulière. Sur place, à Détroit, mon ami Anthony Martineau. D'abord, Anto, les vraies affaires. Ah, mon Dieu, il fait encore beau, soleil à Détroit, le ciel est magnifique. C'est merveilleux. Alors, as-tu profité des ruines de la ville un brin? Es-tu allé jogger alors que les rues sont désertes le matin ou à peu près? Et es-tu arrêté chez Mom's Spaghetti manger un sandwich aux spaghettis?
Ah là, c'est beaucoup de questions. Là. Je vais commencer par le plus important, le spaghetti, parce que tu m'avais mis l'eau à la bouche. J'ai malheureusement pas eu le temps parce que les disponibilités médias des deux équipes se sont chevauchées, mon ami, à une vitesse complètement folle. Il faut aussi que je travaille ici. Alors, malheureusement, non pour cette question-là. Est-ce que je suis allé jogger? Malheureusement, encore une fois, non, parce que je suis toujours en train de me remettre d'une opération à un genou. J'ai pédalé, par exemple, mais à même le volumineux gymnase de mon hôtel ici, qui est fantastique. Alors, je suis pas en reste. Vous voyez derrière moi le Little Caesars Arena, qui est, selon moi, et j'ai vu 18 buildings, 18 édifices de la Ligue nationale, là, ce qui est selon moi le plus beau. En termes d'infrastructure, là, à l'intérieur, c'est tout de briques construit. Il y a une place qui est prédominante envers l'histoire de cette franchise-là. Les gens sont fiers de leur équipe, alors c'est merveilleux. Mais j'y sais ce soir énormément en fait, Anto, si tu permets, là, le Little Caesar abrite les Wings, mais aussi les Pistons. Et c'est de billets, là. Vraiment, en 5 minutes, tu peux faire le tour du Little Caesar Arena. Là, je vais l'appeler le Comiskey Park, le stade des Tigers au baseball, derrière lequel se trouve le Ford Field, le stade des Lions. Puis c'est dans le même pâté, tout ça, là, avec un petit sports bar et une terrasse devant, entre le stade des Tigers et le stade des Lions. C'est vraiment extraordinaire et on dirait qu'on a pris la même firme d'architecture pour les 3 édifices parce que il y a comme une corollaire de vieilles briques qui nous rappelle également les industries, hein, la classe moyenne qui faisait l'économie du Grand Détroit métropolitain avec les manufactures de véhicules et de pneus dans le Michigan. C'est extraordinaire. J'adore cette ville. C'est magnifique, ouais, sans aucun doute. Puis écoute, je t'entendais parler du classement, Jean-Charles, c'est un match qui est capital. Puis là, je déteste m'embarquer dans les superlatifs là, qui reviennent à n'en plus finir à partir de du mois de mars depuis depuis 2 saisons. Mais c'est un gros match pour les deux équipes parce que tu peux pas te permettre, comme tu le disais, d'échapper ce match-là de 1, ni de donner un point en quelque sorte, parce que les Red Wings, le Canadien, j'ai envie de rajouter les Bruins ainsi que le Lightning. On est tous collés. C'est tous des équipes de la division Atlantique. Bon, les Sabres ont un peu d'avance, mais il suffit de 2-3 défaites ou victoires pour que ça dégringole. Alors, les Red Wings ce soir, il y a Andrew Copp, qui est un gars de dernière minute. Il va peut-être prendre part à la partie. Dylan Larkin a patiné ce matin, mais ne prendra pas part au match. Dans le cas de Dylan Larkin, ça c'est confirmé. Mais Andrew Copp est un cas probable pour le match de ce soir. Maintenant, et ça démontre, Jean-Charles, encore une fois, à quel point c'est une partie qui est importante. Les Red Wings, c'est une équipe, écoute, qui se situe en milieu de peloton pour tout ce qui est catégorie offensive et défensive. On a connu une séquence qui a été très impressionnante décembre-janvier, alors que John Gibson avait signé 19 victoires en 19 matchs. Depuis, c'est revenu à la normale. Je parle de John Gibson. Dans le cas du Canadien, qui aura le mandat ce soir de stopper les rondelles? Jakub Dobeš pour un 2e match consécutif. Voilà! Et écoute, si tu veux bien, mon ami, on va mettre à l'écran le tableau de ses statistiques des 3 derniers matchs, parce que si on y va vraiment au plus méritant, ben lui, il démérite certainement pas. Jakub Dobeš fait partie des bons gardiens de la Ligue nationale depuis ses 3 derniers matchs, depuis le 10 mars. 8e moyenne, 13e efficacité, mais regarde où il se situe pour l'efficacité sur les tirs dangereux. 4e de la Ligue nationale, des arrêts clés au bon moment. Et il y a un autre point, Jean-Charles, que Martin Saint-Louis a bien voulu noter ce matin. L'efficacité de Jakub Dobeš en termes de contrôle de rondelles autour de son filet, c'est tellement important. Martin Saint-Louis. Oui, ça l'aide. Ça l'aide de battre la pression, le coach quand il est capable de toucher à ces pucks-là puis faire la prochaine. Il a toujours eu la confiance d'aller chez ces pucks-là, mais là, c'est la confiance de faire la prochaine étape, de ce qu'il a ces pucks-là. Fait que non, il y a une grosse amélioration. Mon réalisateur me souffle qu'il n'est pas très à l'aise quand Dobeš sort de son filet. Moi, je suis pas très à l'aise quand il est devant. Mais il gagne. Fait que je suis heureux. Tu comprends? Non, mais je suis heureux. J'aime bien le kid. Il a du cran, il a du caractère. On lui reconnaissait ça l'an dernier. Il a travaillé tellement fort, ce gars-là, l'été dernier, pour stabiliser son jeu, corriger ses défauts, améliorer son puck tracking. Il n'a pas volé ce qui lui arrive, là, mais vraiment pas. Intéressant propos de Ben Chariot, Ben Sherratt, qui était un des membres du Top 4 Sherwood Style de 2021 en route vers la finale de la Coupe Stanley ici à Montréal. Et il t'a parlé de façon individuelle plus tôt aujourd'hui.
Oui, absolument. Puis je trouve que c'était pertinent d'aller voir Ben Sherrod dans le contexte où tu regardes les dernières défensives qui ont remporté la Coupe Stanley et il n'y en a pas en bas de 200 livres de moyenne. Alors, Ben Sherrod, et je sais que le jeu de la défensive du Canadien cette année-là, 2021, était critiqué, mais il y avait une chose qu'on ne pouvait pas leur enlever, Jean-Charles. Le robustesse devant le filet. Et on sait qu'en série, l'arbitrage est complètement différent. Alors, je suis allé voir notre ami Ben ce matin et je lui ai dit, écoute, tu te rappelles de quoi par rapport à 2021 et à la façon dont vous défendiez? Par rapport à ce qui est peut-être problématique chez le Canadien cette saison, avec un petit sourire, alors voici ce que Ben Sherrod avait à nous dire. Obviously a really fun playoff run, playing with those guys. Yeah, it's one of my favorite teammates that I've had in my career. And the playoffs are a grind. You need guys who are willing to do that and grind through the playoffs to be successful. Pour gagner des matchs, ça prend ce que ça prend. Tu sais, ça prend de la force, ça prend de la combativité, ça prend de la physicalité. Et ça, c'est une décision de joueur au moment, c'est une décision de groupe. On est capable de faire ça. Hey, le underwear de Sherrod, va te dire en affaire, on est dans les années 80, littéralement. Là. Ben moi, Larry Robinson dans cet underwear-là, puis on est à la même place, regarde-moi ça. Regarde comment ça ramassait toi, sueur. Ça n'a aucun bon. J'en reviens pas qu'il roule encore avec ça, lui. J'étais très surpris aussi de voir ça. C'est bon. Welcome to Detroit. Ou welcome dans l'univers de Ben Sherrod. On n'a plus le temps, mais 10 secondes. Nick Suzuki en voie de marquer l'histoire. Ben, il pourrait devenir le capitaine le plus productif de l'histoire des Canadiens de Montréal, Jean-Charles, s'il maintient le rythme. 98 points, il se dirige vers une saison de 98 points et le capitaine le plus productif de l'histoire, on sait, c'est Pierre Turgeon, 95-96. La passe qu'il a servi à Cole Caulfield en prolongation. On peut parler du 40e de Cole. Mais la vérité, c'est que si Nick Suzuki ose pas cette passe-là, on n'en parle pas du but de Cole. Est-ce qu'on a le temps pour le clip de Martin Saint-Louis sur son capitaine ou on n'a pas le temps? Ouais. Martin Saint-Louis. Il est le fun à regarder quand il est capable de faire ces jeux-là. Tu sais, moi, ces joueurs-là, c'est rare qu'ils ne trouvent pas la meilleure option. Parce qu'il y avait une autre option aussi. Tu sais, avais Lane aussi qui popait aussi. Puis ça n'aurait pas été une mauvaise option. Tu sais, puis les joueurs élites sont capables de lire ça vite. C'est rare qu'ils ne prennent pas la meilleure option. OK, on salue l'espion là, qui était assis derrière et qui semblait faire semblant de faire n'importe quoi, sauf écouter, et qui pourtant semblait bien à l'écoute. C'est notre ami descripteur à TSN qui était en train de faire des étirements, semble affecté à une jambe, notre ami. Dont, malheureusement, le nom m'échappe, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir avec lui, mais je pense pas qu'il espionnait. Je pense qu'il était juste en train de récupérer. On lui souhaite un prompt rétablissement. Anto, t'es chanceux. Bonne soirée à Detroit Rock City. Non, Detroit Soul City. Non. Detroit Motor City. Non. En TK, bonne soirée à Détroit. Salut. Ville de hockey ce soir. Ah, salut. Formidable. Hockey Town. On rejoint maintenant Michel Godbout à Dunedin, en Floride, au site du camp d'entraînement des Jets bleus, les Blue Jays de Toronto. Michel a un polo de circonstance ce soir d'ailleurs. Comment ça va, Mike? Ouais. Ben, ça va mieux maintenant que j'ai un polo. Je peux te dire, depuis que j'étais en Floride, là, j'ai porté des chandails à manches longues. C'est la première fois qu'on se promène à manche courte. Il était grand à temps, mettons. Renaud avait quasiment une tuque sur la tête à la réunion des GM. C'est comme rien. C'est bien parce qu'il n'en avait pas emmené, parce qu'il l'aurait porté, je suis certain. Alors, tu étais à la Classique mondiale de baseball, tu as fait 3-4 heures de bagnole. Ouais. Te voici dans les officines des Blue Jays. Et ils jouaient cet après-midi, les Jays. Ouais, ils jouaient contre les Yankees. Ils leur ont donné une solide reine, ça passe ça. Un grand slam de George Springer, notamment. Mais, tu sais, écoute, l'équipe semble en forme, l'équipe semble motivée. Puis ça, c'est bien parce que j'ai eu la chance, justement, de parler à John Schneider, le gérant de l'équipe. On a fait une entrevue 1 à 1 ensemble, puis on a parlé de plusieurs sujets, mais notamment, JC, tu sais, le fameux creux, là, après avoir soit gagné un championnat ou soit été en finale, tu sais. Ouais. On voit ça souvent chez les équipes. C'est pas toujours facile, oui, de répéter, ça, c'est clair. Mais pour l'équipe finaliste qui a perdu, c'est encore plus difficile de te rendre là encore, tu sais. Puis de trouver la motivation, oui, c'est une chose, mais c'est de surmonter la déception par le fait même. Mais aussi, tu sais, c'est la courte période pour te préparer, tu sais. La saison a fini très tard. Pas oublier, là, les Jays, le personnel qu'on a, là, on pas habitué trop tôt aux séries éliminatoires, tu sais. Oui, l'an passé, mais l'année d'avant, on n'a pas participé aux séries. L'année
année d'avant ça, on a joué 2 matchs contre les Twins. Ça avait terminé assez rapidement, merci. Donc, avec la QV qu'on a, pas énormément d'expérience d'aller aussi loin. Alors, le temps de préparation a été court. Je lui ai demandé comment on fait pour s'ajuster et être prêt en début de saison. Voici sa réponse là-dessus. You try to stay ahead of some things that other teams have dealt with. You talk to a lot, I talk to other managers that have been in that situation and kind of how they approach the winter, how they approach the spring, and just staying in touch with the guys, really. There's so many people that go into the decision-making of who starts to throw when, who starts to play when, and then you throw the WBC in, which is a wrinkle in itself, too. And you have a lot of our big-name guys playing in that. So it was a little tricky, but it was... it happened so quick. The day after the World Series, it's free agency, and you start thinking about this year. So, definitely short. Eh bien, mais t'as pas tant ennuyé du gérant des Jays, mais bon, il est là, il les a conduits à un match numéro 7 en 11e manche contre les Dodgers, les puissants Dodgers. Plus grand-chose à dire contre ce gars-là. Là. T'as rencontré plein de joueurs depuis 2 jours, au nombre duquel tout un number, tout un numéro. Max Scherzer. Hey, écoute, lui, là, je te dis ça de la peur, je te demande journaliste, ils ont peur de l'approcher, ils ont peur de savoir comment il va leur répondre, mais finalement, quand tu lui parles, il est tellement intéressant à écouter. Toutes ses réponses, j'ai fait de l'entrevue avec lui, ont été fantastiques, mais j'ai surtout parlé, évidemment, de sa signature, sa venue, sa décision de rejoindre les Jays à nouveau, puis il était agent libre, il aurait pu aller ce qu'il voulait. Les Dodgers, justement, étaient particulièrement intéressés. Puis je lui ai aussi parlé parce que ce qui est arrivé très bizarrement, là, au cours de l'hiver, c'est que sa jeune fille, Brooke, de 8 ans, a demandé à son père récemment, est-ce que vous pouvez me donner du papier, un crayon, j'aimerais écrire une lettre. Puis on dit, OK, il leur a donné ça. Et puis là, ils sont descendus dans la cuisine et on voit qu'elle était en train d'écrire quelque chose. Il s'est demandé c'était quoi. Puis là, elle a plié la feuille, elle a dit à son père, est-ce que tu peux aller poster ça à l'équipe des Blue Jays, s'il vous plaît? Il a dit OK. Puis là, plus tard, lui et son épouse, ils ont lu la lettre, puis la lettre disait demandait à la direction des Blue Jays de, s'il vous plaît, embaucher son père à nouveau parce que elle aimait bien, elle vivre à Toronto. Elle aime bien son temps, elle adore l'aquarium, la tour du CN, et en plus, les Blue Jays, c'est vraiment une bonne équipe. Là, il a expliqué à sa petite fille, écoute, j'adore ta lettre, mais tu sais, ça va au-delà de ça si papa veut signer avec cette équipe-là. Mais écoute, les Jays sont revenus avec une bonne offre. Il a dit, en plus de ça, moi, une équipe gagnante comme ça, je veux me joindre à ça. Écoute-le bien là-dessus. Wow. The fact that we were a good team last year, we had a great clubhouse, and then obviously, we got it done on the field as well. We can win the whole thing. That's why I play. I'm playing to win the World Series, and got a group here that can do it, and so that's why I want to be a part of it. Quelle histoire, clair, Mike. hein? C'est formidable. Formidable. Bonne soirée en Floride. Profite bien. Et à très bientôt. Merci. Merci, mon chum. Salut. Au billet de saison à 18h tantôt, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ça me tentait, ça sommeillait en moi depuis un petit moment. Là. 1-11 ce soir, Brandon Gallagher. Manque pas ça, billet de saison tantôt. On va parler d'UFC au retour avec l'excellent Ben Baudouin parlant d'UFC. Charles Jourdain sera en entrevue ici pour conclure le programme de ce soir et je te garantis que tu ne veux pas manquer ça. On rejoindra également Renaud Lavoie, Philippe Boucher, Antoine Roussel, entre autres choses. Restez là. Ben Baudouin est avec nous pour parler d'UFC comme chaque semaine. Ça va bien, mon Ben? Très, très bien. Très heureux d'être là. Excellent. On va recevoir Charles Jourdain à la fin de l'émission. Quel être fascinant. Qu'on soit d'accord ou pas avec ses positions là, et ses prises de position, mais on peut pas nier l'authenticité de ce gars-là et son excessive culture. Il y a une profondeur, il y a une culture dans ce gars-là. Moi, je lui souhaite tout le meilleur au monde. Contre Kyler Phillips, notamment à Winnipeg, dans un mois. Exactement. C'est une belle opportunité pour Charles. Ça a été annoncé la semaine dernière, donc on n'a pas eu la chance d'en parler quand je suis venu le voir, mais grosse opportunité, oui, parce que Phillips, quand Charles a signé le contrat, Phillips avait un petit 15 à côté de son nom. Donc, il était classé. Depuis ce temps-là, il s'est fait déclasser. Il est sorti des classements, Phillips, mais c'est un gars établi. Et Charles, il le dit depuis longtemps, il vise le top 15 à 135 livres. Hâte de voir qu'est-ce qu'il a à dire sur son adversaire un peu plus tard à l'émission, effectivement, mais c'est un gars prenable, Phillips, sur 2 défaites. Et pour Charles, tout ce que je vais dire, là, c'est entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit sur lui. Et c'est une tempête parfaite au niveau sportif pour lui. Parce que là, il a 30 ans, encore jeune, mais un bagage d'expérience incroyable. Ça va être son 17e combat
à l'UFC. Il a eu son premier enfant, ça l'a vraiment groundé. C'est vrai. Ça lui donne une motivation vraiment supplémentaire, une maturité aussi. Et ce changement de catégorie, les 145 aux 135 livres, c'est un Charles Jourdain nouveau qu'on a. Il peut vraiment avoir de très, très grosses performances à 135 livres. Et c'est une belle période pour les arts martiaux mixtes canadiens en général. J'ai fait préparer le tableau parce qu'il y en a 5 combattants qui sont classés présentement. En fait, il y en a 4 qui sont classés dans le top 15 de leur catégorie. Là, vous voyez Jillian Robertson, la semaine passée, qui est passé 5e avec sa victoire. Il y a Eman, il y a Lupi Godinez, il y a Jasmine Jasdevicius dans leur catégorie respective, très bien classés. Et j'ai mis Charles Jourdain et Mike Malott qui, avec une victoire à l'UFC Winnipeg, potentiellement, pourraient rentrer dans les classements aussi. Il y a 16 combattants canadiens à l'UFC. On pourrait en avoir 6 ou 7 classés après l'UFC Winnipeg. C'est un ratio énorme de... Il n'y a pas beaucoup de Canadiens, mais ratio énorme parmi l'élite. Donc, c'est vraiment à surveiller, Charles et les autres à Winnipeg. Combattant surveillé chez les poids plumes, un nouveau? Un nouveau parce que... Et c'est fou à quel point la nouvelle génération arrive. Et l'évolution du sport, là, on la constate. Parce que les gars arrivent dans la jeune vingtaine et sont bons partout. Ils n'ont pas de faiblesse. Tu sais, avant, tu avais une spécialité et là, tu te développais. Là, maintenant, ils sont bons en boxe, ils sont bons en lutte, ils sont bons partout. Et là, Kevin Vacheas, la semaine passée, en finale contre Josh Emmett, il n'y a pas de combat parfait dans la vie, là, mais ça, c'était pas loin. Là. Ça a duré 3 minutes et demie. Il a connecté une fois. C'était terminé pour Emmett. Il s'est fait toucher. Il a reçu seulement 3 coups de poing dans sa soirée. Vacheas, 24 ans seulement, 18 victoires, une seule défaite, 13 KO. Là, il vient de se payer un gars... Oui, puis il a été bon joueur là-dessus. Là, oui, exact. Puis Emmett, il a essayé de survivre le plus longtemps qu'il pouvait, mais c'était terminé après le premier coup de poing, on s'entend. Là. C'est ça, 24 ans seulement, 4 combats à l'UFC, déjà dans le top 10. Honnêtement, il est vraiment, vraiment impressionnant. Puis Emmett, c'est pas le dernier venu. Là. Oui, sur le déclin à 40 ans, mais c'est un gars qui a fait la limite avec Ilia Topuria quand même, notamment. Là. Il n'avait pas perdu par KO depuis 2018, donc... Le jeune fait vraiment quelque chose d'exceptionnel, un nom à surveiller. Puis il y en a plein des comme ça là, qu'on voit apparaître dans la jeune vingtaine, c'est fou. Là. Londres en fin de semaine? Exactement. Malheureusement, pas sur nos ondes. C'est une de ces cartes. Là. Il y en a 5 ou 6 par année, exclusivité sur la plateforme UFC Fight Pass. Mais il faut que je t'en parle parce que il y a les combats de championnat, mais on est juste en dessous. Là. C'est vraiment incroyable l'affiche qu'on a en fin de semaine. Lerone Murphy, qui est classé 3e à 145 livres. Vous voyez sa dernière performance, son dernier KO, c'était l'été dernier. Aïe, aïe. Il affronte un Russe, Movsar Evloev, qui lui est aspirant numéro 1 à la ceinture détenue par Alexander Volkanovski. C'est 2 gars invaincus. C'est rare là, à ce niveau-là. 2 gars invaincus qui s'affrontent. Evloev, 19 victoires, aucune défaite. Murphy, 17 victoires, 1 verdict nul. Un des gars va perdre son 0. Pas de défaite en 37 combats. C'est fou. Moi, j'ai jamais vu une affaire. À l'UFC, c'est extrêmement rare. C'est pas des nouveaux venus. Là. C'est pas des gars qui arrivent des rangs amateurs ou des rangs régionaux, disons ça comme ça. C'est des gars établis. Et le prochain gagnant avec... Les deux ont 9 victoires là, de suite à l'UFC seulement. Avec une séquence de 10 victoires, j'espère qu'on va leur donner un combat de championnat. Ça risque d'être le cas. Quel combat. Jake Paul attire un autre gros nom en terminant rapidement. Pas le choix de t'en parler parce qu'après Ronda Rousey... Francis Ngannou, là, on a annoncé que Nate Diaz allait revenir sur cette fameuse carte sur Netflix le 16 mai prochain. Il va affronter Mike Perry, qui lui est un ancien de l'UFC également. J'espère qu'il ne commencera pas le combat magané de même. Non, j'espère que non. Ça risque de finir comme ça, par exemple. Diaz, bien sûr, bien connu. Un des combattants les plus populaires de sa génération. Abdullah de Butcher de l'UFC. À peu près, là, tu sais. On l'a connu avec ses combats contre Conor McGregor, notamment. Mais c'est un autre énorme nom attiré par Jake Paul. Là, je commence à me demander si l'UFC va pas regretter quelques décisions. L'avenir nous le dira. OK. Merci, Ben. Merci infiniment. Merci Charles Jourdain en entrevue pour terminer l'émission avec nous ce soir. Antoine Roussel, Philippe Boucher, le coach Danny Dubé, Renaud Lavoie, Marinaro, retour, Matt Patricius tantôt et le billet de saison sur Galley. Avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Comment ça va? Bello, ça va bien, toi? Ça va bien. Josh Anderson est absent. Oui. Ça me fait de la peine ce soir parce que tu regardes les stats d'Anderson, Gallagher et Dano contre le Détroit. Les 3 performent bien. Anderson est le moins bon des 3. Oui. Mais ils performent pareil. Fait que j'aurais aimé ça, les voir continuer de donner du rythme au CH dans ce match-là ce soir à Détroit contre les Wings. Puis Anderson, c'est pas un gars qui joue 82 bons matchs. Non. C'est un gars qu'on dirait choisit ses moments, puis en fin de saison, puis dans les séries éliminatoires, Généralement, il est là. tu le vois un peu plus. Oui. Hein? Il se T'as vu présente, Martin? t'en souviens, sur l'an passé, avec Oui. Tom Wilson, évidemment.
Et là, il a été, écoute, sans être l'étoile du match, mais il était la troisième étoile du match, le dernier match, là, mais il a évidemment, il était très, très bon face aux Bruins. On le voit, évidemment. Il a utilisé sa vitesse, il a utilisé son gabarit, il a utilisé son poids. Regarde, là, il a donné du fil à retordre aux Bruins de Boston. Évidemment, il a marqué le but égalisateur. Ça va faire mal. Ceci étant dit, je dois dire que c'est une belle opportunité qui se présente à Joe Veleno à soir. Lui qui n'a pas joué depuis le 4 février. Et si Joe, il y en a de la fierté, puis je pense qu'il y en a, il joue contre l'équipe qu'il a repêché, sa première équipe dans la Ligue nationale, à soir. Donc, c'est une belle opportunité qui s'offre à Joe Veleno. La porte s'ouvre un peu pour lui. Il faut qu'il en profite, évidemment. Bien, il n'y a pas le choix. Est-ce que tu en profiterais, toi, pour rebâtir la composition des trios un peu? Moi, je touche pas. Moi, personnellement, je touche Parce pas. que le trio de Evans a été très bon avec Texier et Bolduc. Exactement. Ceci étant dit, Noah n'a pas joué un grand match, dernier match, il n'a pas joué beaucoup, 9 minutes et quelques. Si ce soir, le Canadien devrait tirer de l'arrière par 2 buts, et disons, le trio de Kapanen, ça marche pas, et disons que Texier, lui, ou Bolduc jouent tout un match, là, je suis prêt à chambouler quelque chose, là, peut-être mettre Texier ou Bolduc sur le deuxième, descendre peut-être un Noah sur le troisième, si Noah, évidemment, ne fait pas l'affaire. Mais pour l'instant, puis Veleno va remplacer la vitesse de Josh Anderson. Il va remplacer les mises en échec. Puis là, on rit pas parce que Veleno, il y a beaucoup de mises en échec. Est-ce qu'ils sont percutantes comme les mises en échec d'Anderson? Non. Est-ce qu'il est robuste puis physique comme Anderson? Non. Mais quand même, je pense Mais il est efficace pour engranger des chiffres aux stats avancés. Oui. Et ça, c'est intéressant. Bon. Évidemment, il n'est pas question de Patrick Laine dans tout ça. Il est toujours, de toute façon, sur la liste des blessés. Oui. Et quelqu'un me demandait aujourd'hui, il arrive quoi avec Laine si on veut le faire jouer? Ça marche-tu sous la... Ben oui, ça marche sous le plafond salarial. Il est déjà comptabilisé parce qu'il n'est pas sur la liste des blessés à long terme. Il est sur la liste des blessés tout court. Fait qu'il n'y a aucun problème à prendre Patrick Laine, le réactiver et le mettre dans l'alignement. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Et là, la personne me disait, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait encore ailleurs sur la liste des blessés? Oui. Mais je pense que c'est un parapluie qui permet de le laisser à l'abri plutôt que de le réactiver et de ne pas le faire jouer. Oui. Évidemment, écoute, on sait depuis quelques semaines maintenant, ça fait 7 semaines que Patrick Laine pratique avec le Canadien, avec contact. À un moment donné, tu sais, c'est évident qu'il n'est pas dans les plans. Puis, évidemment, avec la blessure de Josh Anderson et Kirby Dach, évidemment, Veleno, c'est le seul qui reste qui était un joueur en santé qui revient, à part Laine qui est sur la liste des blessés. Si un autre joueur des Canadiens devrait se blesser, les Canadiens font faire appel à un rappel d'urgence de Laval, qui, en passant, ne compte pas dans les 5 rappels parce que ce serait par urgence, à cause que Laine est sur la liste de blessés. Exact. Et il y en a toujours un seul ce soir qui a été rappelé en titre, c'est Jacob Fowler. Oui. On attend encore le rappel de David Reinbacher. Je suis content pour Dobèche qui joue ce soir. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a Jacob Dobèche, un deuxième départ. Mais là, aussi à lui d'en profiter. Le contraire m'aurait pas surpris, mais m'aurait fâché. Là, je suis content. Le contraire m'aurait pas surpris, mais je peux pas être hypocrite non plus. Là. Ça fait toute l'année que je dis que le Canadien doit jouer le gardien but qui vient de connaître une bonne performance. Il vient de connaître une bonne performance, on le sort ce soir. Et puis, on donne du temps pour se refroidir, peut-être être froid pour le match en fin de semaine. Là, Dobèche a l'opportunité ce soir. Si jamais il engole un très bon match ce soir, on pourrait s'attendre à lui samedi soir. Encore. Et si jamais il échappe le ballon ce soir, ça va être Fowler samedi. C'est quand même Fowler. C'est ça. Et depuis 3 matchs, son pourcentage d'efficacité est à .909. C'est correct. Cette année, c'est même très bon parce que c'est en Ligue nationale de cette année. Wow, ça, c'est à .895, c'est un star. Oui. Alors, .909 depuis 3 matchs. Par contre, son pourcentage d'arrêt contre les chances de marquer de qualité ne baisse pas d'1 point. Il est à .909 aussi. Oui. Alors ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça veut dire que contre une vraie menace, il s'élève vraiment. Ouais. Ça veut dire que ça prend 10 bonnes chances de marquer pour le battre une fois, en clair. Alors, si le Canadien maintient son rythme contre le Boston, on a limité les Bruins à 19 bonnes chances de marquer dans le match. Si tu limites l'adversaire à 20 ou moins bonnes chances de marquer dans le match, tu as de bonnes chances de te retrouver avec 2 buts concédés seulement. Il y a une autre statistique qui en dit beaucoup, évidemment. Dès le moment que les gardiens de but du Canadien offrent un pourcentage d'arrêt dans un match de 900 ou plus, l'équipe n'a pas perdu en réglementaire. Puis écoute, c'est
c'est très bon signe. Pensez-y. Ça veut dire que le Canadien, tout ce qu'ils demanderaient à leur gardien de but, donne-nous une performance de 900. Exact. Pourcentage d'arrêt de 900, nous, on va s'occuper du reste. Mais je C'est répète quelque chose. que c'est pas clair 900 dans le hockey d'aujourd'hui. Oui, c'est Cette pas, année, là, pas comme 900 avant. Moi, j'ai jamais vu ça cette année. Là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, là, avant, tu étais à 900, Ouais. tu étais dans les pires gardiens de la Ligue. Ouais. Un moment donné, on disait les gardiens premium sont entre 912 et 920. Oui. C'est plus ça, là. Les Non, gardiens non, c'est plus premium ça. sont entre 905. Non, c'est t'as plus ça. 910, t'es un superstar. Oui, évidemment. Par contre, l'avantage numérique est 1 en 12 depuis le 10 mars. C'est 8,3 d'efficacité. C'est le 26e rang de la Ligue nationale. Et pourtant, Tony, moi, Ouais. je sens que ça s'en vient. Je comprends Martin Saint-Louis de persister avec le groupe des 5 qu'il a formé Ouais. sur la première vague parce que la rondelle bouge tellement que ça en est étourdissant, ça me donne le tournis. Oui. Mais ça bouge, puis ça bouge, puis ça bouge, puis ça bouge, puis tire pas, puis tire pas, puis tire pas. Dernier match, on a tiré quand même, mais les Bruins ont été très bons, particulièrement le soir. Regarde Lane Hudson, lui, il doit tirer plus souvent. Ouais. Même si c'est pour décrocher des tirs du poignet en direction du but, puis il y a quelqu'un devant le net, évidemment, qui vont essayer de voiler la vue, causer un peu d'obstruction. Lui, il a besoin, parce que sinon, c'est un avantage numérique qui devient trop prévisible. Lane Hudson, c'est le quart arrière de cet avantage numérique-là. Sans lui mettre toute la pression sur les épaules, je pense qu'il doit être juste un peu moins prévisible dans son jeu. Ben, en fait, sur le but de Josh Anderson dans le dernier match, Oui. là, Hudson est patient, Oui. roule bien sur la ligne bleue, trouve une ligne de tir, décoche vers le filet, Anderson fait dévier et c'est Exact. le but. Alors, si tu es capable de trouver une ligne de tir à 5 contre 5, tu es à plus forte raison capable de la trouver Oui. à 5 contre 4. Oui. Mais tu sais, c'est encore un jeune joueur à sa Oui. deuxième année. Lui, là, ce qu'il veut, c'est distribuer la rondelle. Fait qu'il a tendance à manquer un peu de patience. S'il est juste un petit peu plus patient, il va faire mordre quelqu'un, Oui. puis ça va créer une ouverture en bas, puis le Canadien va pouvoir avoir une chance d'extrême qualité. Et Demidov, qui a tout un lancé, lui a tendance, en étant un jeune joueur aussi, Trop à donner distribué. beaucoup, trop Exact. distribué. Et quand il Mais décide tu de trouves pas tirer qu'ils la le font rondelle, là, tous? des Sur fois, cette- il essaie de casser la rondelle. Exact. là, t'sais. Mais sur cette unité-là, Ouais. il y a juste Caulfield qui réfléchit pas puis qui tire. Lui, il niaise Les pas. 4 autres ont tendance à vouloir trop distribuer la rondelle. Et pourtant, Ouais. le tir fouetté de Slav, du genou au sol, Ouais. côté opposé, Ouais. est sensationnel. Pour moi, il est meilleur que celui de Demidov actuellement. Fait que peut-être à réfléchir là, dans la composition de l'unité. Peut-être à réfléchir dans où est-ce que les gars vont se placer aussi. Exact. Parce que si tu C'est ce que deviens je veux dire prévisible, par là. oui, exactement. Pour avoir 2 shooters, Caulfield dans son bureau et peut-être Slavkovski dans le bureau opposé. Mais alors là, il faut ramener Suzuki en bumper qui Ouais. peut faire écran devant le filet. Et je comprends qu'il n'y a pas beaucoup de points de différence entre le Canadien et les Red Wings de Détroit, là. C'est terrible. OK, je comprends que tu as fait ça, mais avec la blessure de Dylan Larkin, puis Andrew Copp qui va être un. Ben, Copp est décision game time decision. juste avant le match, là. Et ces deux gars-là devaient manquer 2 semaines. Ouais. Copp, c'est un retour miraculeux ce soir. Si Puis Larkin jamais il a joue. patiné ce matin. Si jamais il joue. Mais regarde les Wings, là. Oui. Je veux dire, ils ont un match de plus disputé, mais ils sont toujours bien à 2 points du Canadien. Oui, mais là où est-ce que je vais arriver, c'est qu'il y a des fortes chances que JT Compher soit le premier centre des Red Wings ce soir. Si c'est le cas, là, me semble que le gars, il a 8 buts, puis me semble qu'il y a 20 quelques points, puis me semble que c'est le 9e pointeur des Oui, Red mais Wings. à l'instar des Pingouins, ils ont perdu Larkin et Copp. Oui. Puis, ils n'ont pas été atroces. Non. Alors, les Pingouins, la même chose. Ils ont perdu Crosby. Ils sont maintenus dans le portrait. Crosby est revenu hier dans une cause perdante, mais il ramasse quand même un gros point à Caroline. Tu sais, c'est des clubs, là. Oui. À un moment donné, tu as 23 gars avec ton contingent, des fois un peu plus maintenant. Puis c'est tout du monde qui ont le cœur à la bonne place, qui comprennent l'enjeu et qui laissent tout sur la glace à tous les soirs. Puis surveille le poison nommé David Perron. Il y a encore du hockey, des skills. C'est dans sûr, le nez. c'est Il est sûr. content d'être de retour à Détroit, puis il beurre tout le temps tartine épais contre le Canada. Sauf que c'est Compher, c'est Casper, c'est Finney au poste de centre. Si Copp ne joue pas, si Copp joue, c'est lui qui va être fort probablement le premier joueur de centre. Ben, ce qui n'est pas bien de meilleure nouvelle non plus. Là, mais Mais- Copp est efficace. Là, mais, Sur le t'sais, papier, les Canadiens, c'est pas évidemment, Larkin. sont supérieurs. Aucun doute. Mais les Red Wings ont battu le Canadien 4-0 la dernière fois Voilà. parce que leur hauteur, leur poids, leur physicalité a donné un peu du fil à retordre aux Canadiens. Eux qui ont des défenseurs de grande taille en passant. Les Wings jouent bien le Canadien. Ouais. Le Canadien joue mal les Wings. Ouais. Les Wings, c'est le prototype de club que le Canadien n'aime pas affronter. Ouais. À l'opposé, le Canadien, les Wings adorent affronter le Canadien. Puis, d'ailleurs, à l'instar de bien des clubs,
Parce que c'est facile de jouer le Canadien. Oui, oui. Et c'est ça qu'il faut changer. Là. As-tu entendu Ben Sherratt avec sa camisole des années 80? Non, je ne l'ai pas entendu. Le bleu sur bleu, le bleu poudre avec le ring bleu foncé. Pas vu ça depuis Larry Robinson. J'exagère, mais à peine. Et il a accordé une entrevue individuelle à Anthony Martineau. Et c'est pertinent, là. Tu sais, il souriait sur la perspective du jeu tough. Lui, il a fait partie du Big Four à Montréal qui jouait du Sherwood. On les appelait les shérifs de Sherwood. En 2021, avec Petrie, Weber et Edmondson. Jusqu'à la finale de la Coupe Stanley. Un final que le Canadien ont joué pas mal à 4 défenseurs, là. Pas le choix. Les playoffs, tout au long des séries Pas le choix. Avec un Weber qui mettait 3 heures de traitement par jour de match et 2 heures par jour de non-match. Pour s'achever, il était démonté de partout. Ouais. Carey Price gardait les buts sur une patte aussi. Mais on est bien prêt quand même. Bon match ce soir. Ciao. On s'en va vers le billet de saison au sujet de Brendan Gallagher ce soir. Manquez pas de coach. Danny Dubé, Renaud Lavoie de retour de la réunion des DG en Floride. Philippe Boucher, Antoine Roussel. Et au billet de saison tantôt, Brendan Gallagher. Malicious, ooh, ooh, ooh. Malicious, ooh, ooh, ooh. Toujours plus. Malicious, ooh, ooh, ooh. So delicious. Malicious, ooh, ooh, ooh. Malicious. Regardez-moi ce beau Brumel. Comment ça va, mon beau mapper? Super bien, je suis content de te voir, tu m'as manqué. Ah! Bon, c'est vrai. C'est vu mardi. Oui, mais c'est parce qu'hier, j'aurais aimé ça. C'est vrai qu'on se manque tout le temps. C'est vrai. J'aurais aimé ça être là hier. C'est-tu pour ça que tu as des excuses à relayer ce soir? Je vais juste te faire un petit topo de ma journée hier. J'étais en train de bâtir une maison. Je reçois un appel. Hey, excuse-moi, là. Oui. Une autre ou? Non, la même. Ben non. Oui. Un peu. On s'en reparle. Non, t'étais où quand j'avais besoin d'aide? 3 mois et demi que tu me dis. Vendredi, tout est fini. Bon, mais je suis pas le plus vite. Hein? Non, mais on est à 18 semaines. Arrête, je vais me mettre à pleurer. Là. OK, quand même. Bon. Fait que là, Bergie m'appelle, puis là, il est dans tous ses états. Puis là, je suis tanné. Puis là, il laisse aller un ou deux mots d'église. Tu t'en parles? Non, mais attends un peu, c'est là que je m'en viens. Longue introduction. Fait que là, il dit, je t'ai écœuré, puis là, Hudson, il faut qu'il améliore son jeu défensif. Puis là, il connaît ça. Là, il est en tabarslac. Puis là, je dis... Bergie pas d'accord avec le principe qu'Hudson doit améliorer son... Non, il est d'accord. Ben, tu sais, c'est comme, pour vrai, il s'est sacrément patience avec ça, puis tout ça. Puis, fait que là, bref, j'ai réussi à le calmer, hein, à coup de petits mots doux. Ça n'a pas été évident. Puis là, il me rappelle un matin, il disait, il faut qu'on aille déjeuner. Il dit, je me sens mal. Il dit, je suis arrivé en studio, et j'ai sacré 2 fois. Puis, il se souvenait exactement, il dit, j'ai sacré 2 fois. Il dit, je l'ai échappé. Ben, il dit, ben là, il repart, parce qu'au déjeuner, il s'en fout de sacrer, tu sais. Ben, exact. Ça repart, fait que Hudson, puis Dobèche, puis sacrez-moi patience, puis ils sont bons. Fait qu'en tout cas, bref, il dit, à soir, tu y vas, là. Il dit, tu diras, je m'excuse. Tu diras, je m'excuse d'avoir sacré. Mais, tu sais, j'étais d'accord sur le fond avec lui. Que, hey, va te dire de quoi? Il y a bien pire que ça dans la vie. On a passé un bon moment. Ça venait du cœur, tout le monde l'a compris. Puis c'était parfait à part là-dessus. Hey, on s'entend-tu que si tu veux parler de hockey avec cœur, t'appelles Bergie, puis t'es en... Je retiens bien plus sa phrase, si j'avais eu Hudson, j'aurais gagné la Coupe Stanley. Ben, c'est ça pareil. C'est ça. À quoi je réponds? Si t'avais eu Raymond Bourque ou si t'avais su le garder, t'aurais gagné à Memorial. La seule erreur de sa carrière qu'il m'a dit, sa plus grosse gaffe, c'est d'avoir échangé Raymond Bourque, mais il me l'a expliqué. Il dit, quand j'étais à Trois-Rivières, puis c'est vrai, là, je peux te le confirmer, j'étais à Trois-Rivières avec lui, c'était le King. Il dit, il n'y avait pas personne pour remettre en question mes décisions. Fait qu'il dit, je faisais ce que je voulais, puis là, je pensais que c'était une bonne idée. C'était pas une bonne idée, mais il dit, il n'y a pas personne qui m'a dit que ça n'en était pas une bonne. Mais je pense que je te l'ai compté. J'arrive à Trois-Rivières avec lui, on arrive dans un établissement où ils vendent des viennoiseries là, beaucoup trop caloriques. Puis là, il y a un silence, puis il n'y a plus personne qui parle. Il dit, on n'a pas perdu le gros des games d'hockey ici, hein? Puis là, ça se marre. C'est drôle. Fait que bref... OK. Parle-moi du Canadien. Tu as un constat et on reste dans la thématique biblique. C'est Pâques bientôt. Absolument. Alors, religieusement, tu crois que le CH est béni des dieux? Bien, c'est un peu avec Bergie, ça m'a fait penser à tout ça. Puis le 40e, évidemment, de Cole Caulfield, dans le temps qu'on écoutait dans ce mix 94. Le 80e point de Suzuki. Dance Mix 94. Return to Innocence, la première. Il y avait I Like to Move It, mais là n'est pas le point.
Mais bref, tout ce que je voulais dire, c'est que on parle beaucoup de, justement, Hudson, il faudrait qu'il améliore son jeu défensif. Dobèche, on n'est pas sûr s'il est bon, s'il n'est pas bon, puis tout ça. Fait que j'ai préparé un tableau parce que on entend souvent, selon tel journaliste émérite qui suit les activités des prospects, le Canadien est bien placé là, dans les listes, mais là, je regardais ça puis je me dis, ma foi du bon Dieu, le Canadien est en grosse business. Puis regarde, j'ai fait, avec l'excellent Mathieu Bédard, des tableaux sur les années de repêchage. Tu sais, le Canadien a souvent dans le top 3 des meilleurs joueurs dans les derniers repêchages. Fait on peut voir le premier tableau. OK, on a commencé avec le plus récent. Fait que tu vois, bon, tu sais, t'as Celebrini qui est dans une classe à part complètement. Et pour cause. Et pour cause, mais le deuxième meilleur pointeur et potentiellement meilleur joueur de cet encamp-là, c'est Ivan Demidov. OK, on enlève l'autre qui est dans une autre stratosphère, mais Demidov, après Celebrini, c'est le meilleur. 5e choix total, soit dit en passant. Voilà. Regarde-moi ça ici, là. Dans le repêchage de 2022, Slav, au mois de décembre, quand le Mammoth est venu en ville, on n'était pas sûr que ça serait le deuxième centre, on aurait besoin de ça. Regarde-moi ça ici. Slav, il n'y a plus de discussion. 3e, Lane Hudson. Avant je dirais pas qu'il n'y a plus de discussion, mais on est bien avec Slav. On est très bien. OK, j'accepte ce que tu dis. On est très bien. Mais tu sais, Hudson, 62e total. Là. Allô? C'est un larcin, mais défensivement, il y a des carences. Oui, il paraît. On part pas Berger. Il est en train de souper tranquille. Là. Je viens de garocher un peu de gaz là-dessus. Meilleur gardien, 2020, Askarov, tu t'en souviens? Askarov, c'était la prochaine merveille. Tout à fait. Ça l'est encore, selon certains. Et Dobèche est nettement en avant. 22, 7, 4 pour Dobèche. Puis on n'est pas capable de dire... On est encore en train de trouver des défauts. Des fois, il est croche. Puis sa moyenne, son pourcentage... Calvas, c'est le meilleur gardien de but de sa cuvée, présentement. 2019, regarde-moi ça. Tickle, un but de moins, là on parle de but, que Jack Hughes, qui a 62, si ma mémoire est bonne, 62 matchs de plus de jouer. Demande à notre ami Renaud Lavoie, juste pour le plaisir, si tu veux en starter un bien comme il faut, demande-y qui prend Jack Hughes puis Cole Caulfield. Mais regarde en bas. Ouais, Renaud n'a pas beaucoup d'amour pour la famille Hughes. Non, puis je pense que... Spécifiquement Jack. Je pense que l'histoire de la rondelle aussi, ça l'aidera pas du tout. Mais regarde, tu as 3 joueurs dans le top 15 des pointeurs. Évidemment, tu as Caulfield, tu as Alex Newhook qui est pas payé, puis tu as Kirby Dack qui est 15e. Je suis pas sûr que c'est intéressant. Puis 2007, évidemment. Puis là, je vais te poser une question. Excuse-moi, 17. Suzuki, 5e pour les points. Regarde ces 5 noms-là. Tu le prends où, Suzuki, présentement? Si tu avais à faire le draft. Avant Peterson, c'est Avant sûr. Peterson. Avant Ischier. Avant Ischier. Avant Robertson. Avant Robertson. Je le prends 2e. Après Cale McCarr. Fait que 13. Fait que tout ça pour dire qu'on est sûr. Tu sais, puis là, le narratif autour de Nick Suzuki, en tout cas, c'est peut-être en train de changer parce qu'il va faire 100 points. Il n'y a aucun doute. Mais tu sais, dans une équipe championne, je suis pas sûr que Nick Suzuki, c'est ton centre numéro 1. Moi, je suis pas sûr pantoute de cet argument-là. C'est sûr qu'on voudrait une superstar, mais Colin, t'as quand même Suzuki. Fait que tout ça pour te dire... La réponse à ça, c'est qu'il l'est assurément si t'as 2 autres bons centres de gros calibre, comme les Blues l'avaient en 2019, il n'y a aucun problème. Mais si ton 2e centre, c'est Kapanen, tu gagneras pas à quoi. Je t'entends parce pas, avec la prémisse de base que la pas ligue... dans 5 ans non plus. Non, parce que la ligne de centre est tellement importante. C'est crucial. Sauf que légitimement, Nick Suzuki doit être considéré comme un centre numéro 1 dans la Ligue. Oui, puis quand tu vas avoir Kapanen en 3 puis Age en 2, excuse-moi, t'es parfait, là. Tout va bien. Là. Ah, mais Age n'est même pas dans le Hobby Beckers. Ouais. Top 10. Non, parce que son chumé, drafté par Pittsburgh, il est à sa place, mais on est bien nanti avec lui, là. Ah, écoute, on est en business, puis tout ça pour dire D'ailleurs, que... il y a un petit Trudeau là-dedans, dans l'OB Baker, dans le top 10. Max? C'est-tu lui, Max? Non, pas Max, qu'on a ignoré à date, que les équipes de la Ligue nationale ont ignoré à date. Je lance ça dans l'univers, là. Ce petit gars-là mérite un contrat de la Ligue américaine avant que ça parte dans les Europes. Il n'y a pas un Stéphane Dacosta qui avait été dans une situation similaire puis que c'est les sénateurs qui avaient remporté la mise. Ça se peut. Puis que finalement, ça a fait capote, là, je veux dire. Mais ça se peut, mais c'est le genre de joueur... Ça fait pas capote avec ce gars-là. Gros bonhomme en plus, puis il y a du papier sablé. T'as-tu dit gros bonhomme?
Gros bonhomme. Oh, il est beau bonhomme aussi. OK, aussi. Accessoirement, je sais que ça t'intéresse. Absolument. Moi, Mais, j'étais tu sais, très ouvert d'esprit. Il y a un petit papier sablé. Je porterai une attention. Puis, je regarderai encore une fois, peut-être du côté du Lightning et la filière Julien Brisebois, Joël Bouchard, le Crunch de Syracuse, à suivre. Mais toi, tu as des bons contacts là-dedans. Mais tu sais, pour revenir à ce qu'on dit à propos d'Hudson, que son côté défensif, c'est so-so. Je me posais la question tantôt, je m'en venais en... Ça, c'est Bergie qui fait ça quand il dit qu'il conduit. Ben ouais. Il chauffe tout le temps une vanne. Il chauffait des camions. Ouais, c'est ça, mais en tout cas, dans sa vie, tu prends qui entre Lane Hudson et Moritz Seider, toi, présentement? Si on te donne le choix. C'est même pas proche. OK. C'est même pas proche. Lane Hudson est un joueur franchise. Moritz Seider est un très bon défenseur. Le meilleur des Wings est de loin. Mardi, je t'avais posé la question, si on te donne le choix entre Lane Hudson et Charlie McAvoy? Il n'y a même pas de débat. Ben, c'est ça. Il n'y en a pas de débat. Puis pourtant, j'entends souvent qu'il y a... Allons dans la vraie affaire. Là. Tu prends Lane Hudson ou Quinn Hughes? Lane Hudson, par 1000. Je n'hésite. Mais Ben voilà. le seul joueur défensivement qui me fait hésiter à cette question-là, le seul, c'est Cale Makar. Il n'y en a pas un autre qui me fait hésiter. Il ne faut pas venir fou. Oui. Mais après ça, on prend Lane Hudson over n'importe qui d'autre dans la Ligue. N'importe qui dans la Ligue. N'importe qui. Même son frère. Oui. Ben oui, T-Cole. T-Cole, c'est ça. Fait ses débuts hier. Cole Il a Hudson. scoré. Ben oui, il a scoré dans... Ben oui. Le désert, il a scoré pareil. Ben oui, puis il a eu sa tarte d'en face, puis c'est bien correct. Mais tout ça pour boucler la boucle, là, que Bergie avait raison. Puis il m'a appelé hier, puis je te dis, j'ai dit, Bergie, prends le temps de respirer, j'aime pas ça quand t'es comme ça me fait peur, j'ai besoin de toi cet été pour gagner des sous au golf. Fait que là, mais il était hors de... Moi aussi. Il était hors de lui, mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que l'avenir est rose, surtout quand tu fais partie de cette vie-là. Merci, Mapper. Je t'embrasse. Charles Jourdain, tu veux l'entendre, va être avec nous en entrevue à la fin de l'émission. D'ici là, Renaud Lavoie, Philippe Boucher, Antoine Roussel, l'excellent coach, Danny Dubé, que l'on rejoint à Détroit au détour de la pause, tout de suite après le billet de saison. Un nom ce soir, et il le mérite, je vous le dis d'emblée, Brendan Gallagher.